ce week-end. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Salomon, avec des souvenirs. 8 septembre 2007. Si ça vous dit rien, écoutez ceci. Fais pas ci, fais pas ça, viens. Ah oui, ici, mets-toi là, attention, prends pas. Premier épisode. C'est le 8 septembre qui m'a induit en erreur. Voilà, c'est le Fais pas ci, fais pas ça, premier épisode d'une série d'ailleurs qui au départ passait le samedi après-midi avant d'avoir droit au prime time, comme on dit en bon français. Oui, parce qu'au départ c'était un documentaire fiction, et moi j'aimais beaucoup justement ce parti pris. C'était Pascal Chomeil, le premier réalisateur, qui avait adapté plus ou moins le concept de The Office de Ricky Gervais. Je sais pas si vous voyez, les Anglais sont très forts pour ça. Et le problème, c'est que dès qu'il y avait une perche qui passait dans le champ, où il y avait un problème de son ou quoi, on refaisait la prise. Alors qu'en fait, l'intérêt d'un docu-fiction, c'est qu'il faut qu'il y ait des erreurs. Oui. Et les imprévus font partie, je trouve, nourrissent la vérité. Truc, mais on la jouait comme si on était vraiment deux familles. On parlait à la caméra. Il y avait beaucoup d'improvisation aussi. Et finalement, la chaîne a voulu partir dans la fiction totale. Et là, ça a commencé à bien marcher. Au départ, ça ne marchait pas d'ailleurs. Mais ils ont cru au projet. Et France 2 a cru au projet, nous ont programmé en prime time. Et vous jouez le rôle de Thierry Boulet. Denis Boulet. Denis Boulet, qui avec un Y. Hein. Avec un Y, ouais. Père d'une famille recomposée, un peu bobo. Plus que bobo, ouais, carrément. Mais ils sont. Alors justement, ce que j'aimais dans cette série, c'est qu'il y avait deux modes d'éducation totalement opposés. Il y a les réacs et les bobos qui s'opposent. Et les réacs pensent que tout marche à l'autorité, à la discipline, et les bobos sont plus à l'écoute de leurs enfants, sont plus psychologues, etc. Ils vont plus analyser tout ça, mais finalement les deux se trompent, quoi. Oui. Et les bobos fabriquent des réacs et les réacs fabriquent des bobos. Et réciproquement. Voilà. Et le terme bobo, c'est un sociologue qui l'a employé pour la première fois. Michel Clouzard, il l'a défini comme un bourgeois libéral libertaire, vous voyez, on n'est pas loin, dans un livre qui s'appelait Néofascisme et idéologie du désir. Ça n'a rien à voir avec votre série. Ouais. Comment êtes-vous arrivé dans Fais pas ci, fais pas ça? Bah pareil, toujours pareil, c'est audition, casting. Ça marche comme ça en fait, ce métier. Hein. Et vous, comment vous êtes arrivé là? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ça, ouais. Voilà. Et ce rôle a changé votre vie, Bruno Salomon? Il a changé ma garde-robe aussi. Oui. Ouais, complètement. C'est-à-dire Non, mais c'est oui, parce que j'ai pris tous les fringues de Denis Boulet. Mais c'est ce qui m'a permis, on va dire, d'accéder à la fiction. Oui. Parce que dans vous étiez un humoriste, oui. Dans Les Nous c'est nous, on était dans le sketch, mais pour moi c'est exactement la même chose. Finalement, l'idée c'est d'être sincère et crédible. Et puis la série s'appelait au départ Peut mieux faire, je crois. Non, ils hésitaient entre Peut mieux faire et Fais pas ci, fais pas ça. Sans hésiter, j'ai dit Fais pas ci, fais pas ça, parce que Peut mieux faire, on se serait fait sabrer par la presse. Je pense, oui. Et au départ, vous pensiez pas que ça durerait 9 saisons ou 10 saisons? Ah, on n'y pense pas, ça, non. On n'imagine pas. Et ça a été long, c'était un bonheur à chaque fois de tourner, ou au fil des années, on commence à en avoir assez? Mais justement, on s'est arrêté en plein envol, quoi. La série fonctionnait, tout marchait bien, on avait tous les ingrédients pour que ça continue encore 10 ans, mais on s'est dit, vaut mieux arrêter sur un succès, tant qu'à faire. Et ça vous a pas trop traumatisé d'arrêter quelque chose qui marchait comme ça? Oh non, c'est pas ça qui me traumatise. Ouais. Non, parce que justement, j'ai fait mon spectacle. Oui. Et durant mon spectacle, j'ai mon univers qui est complètement... Je m'épanouis totalement, là. J'ai tous mes personnages, et tout ce que je veux. Je suis libre totalement. Et les scènes, je crois, étaient tournées à Sèvres, rue du Guet, au 20 rue du Guet, qui est pas loin d'une pagode. Ah. Il y a une pagode incroyable parce qu'elle est magnifique et on ne peut jamais y entrer, même pendant les journées du patrimoine, alors qu'on dit que c'est ouvert. J'ai vu le public, la foule attendre dehors et ne jamais rentrer. J'ai pas vu de pagode rue du Guet, moi. C'est juste en dessous. Ah non, vous parlez d'en bas. Oui, en bas. Tout en bas, oui. Parce que rue du Guet, il n'y a pas de pagode. Non, c'est juste en bas, en bas. Et donc cette série est arrivée aussi au bon moment parce que les familles recomposées, on n'en parlait pas à ce moment-là. C'était pas encore d'actualité, Bruno Salomon. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout sur l'éducation. Je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Parce que c'était j'ai l'impression que ça permettait aux enfants de comprendre leurs parents. D'ailleurs, ça a été adapté, au départ, ça devait être adapté aux États-Unis par Desperate Parents, justement, parents désespérés. Et ça s'est pas fait. Ils ont réadapté plus ou moins le projet en Modern Family. Et on vous a parlé de cette série dans la rue, quelquefois, Bruno Salomon? Régulièrement, oui. Et c'était des familles recomposées ou décomposées qui en parlaient? J'ai eu de tout. Alors, je me rappelle quelqu'un qui m'a dit, grâce à vous, je dis plus que je suis au chômage, je suis en période de restructuration professionnelle. Ça fait beaucoup plus chic. Parce que mon personnage, j'ai cherché pendant 9 saisons. Il est passé de tout. Il a fait photographe pour chat, animateur maison de retraite, chanteur. Il a tout fait, même animateur pour enfants. Il s'est même déguisé en méduse. Donc, vous imaginez. Ça vous a aidé ensuite à créer différents personnages, peut-être pour
pour vos sketchs, Bruno Salomon, de jouer plusieurs rôles? Celui-là, c'était le même rôle, c'était le même personnage, mais je le faisais, je le nuançais différemment. C'est ce qui m'intéressait d'ailleurs dans ce personnage, qui n'est pas linéaire. Mais dans mon spectacle, c'est des personnages qui existaient déjà avant, que je faisais déjà dans un précédent spectacle, et avec des nouveaux. Donc j'ai fait ma petite mayonnaise, quoi, avec tout ça. Alors, vous avez joué aussi dans un téléfilm qui s'appelait Famille décomposée, justement avec Julie Gaillet, à l'époque où elle n'était pas encore première dame de France cachée. Oui, mais j'en ai fait plein d'unitaires. Hein. J'en ai fait un autre d'ailleurs qui passe le 27 mars, qui s'appelle Une mort sans importance. Oui, aussi. tout à fait. Je tourne beaucoup en télé. On m'appelle que ce soit pour des rôles comiques ou sérieux. Oui, parce que justement, le comique est devenu sérieux avec des rôles dramatiques, notamment La Maison de Manuel Poirier. Ça a été un tournant pour vous, Bruno Salomon. Oui, tout à fait. Une super rencontre en plus. Sacré monsieur. Alors lui, on n'a pas l'impression de tourner quand on est avec monsieur Manuel Poirier. C'est fluide. Il vous dit même pas action. Vous savez pas quand ça tourne. C'est magique. C'est un peu comme Godard, quoi. Ouais, moi j'ai pas tourné avec Godard personnellement. Et il vous a engagé de façon curieuse. Vous avez pris un verre avec lui et il vous a dit oui tout de suite. Oui, parce que les distributeurs ne voulaient pas de moi, parce qu'ils disaient il vient de la comédie, il va te pourrir ton film, etc. Il a voulu boire un verre avec moi. Il m'a dit c'est toi le personnage. Donc ça m'a beaucoup touché. Mais vous parliez d'être sérieux. C'est Louis de Funès qui disait j'ai jamais été aussi sérieux que pour faire rire, justement. Mais de Funès, c'était la rigueur totale. Rigueur absolue, ouais. Il passait des heures à vérifier l'ouverture d'une porte pour que le gag soit tout total. Et il s'énervait dans ces cas-là. Ouais, c'est obsessionnel. Ouais. Et vous n'avez pas ce genre d'obsession, Bruno Salomon? Pour mes spectacles, je suis assez perfectionniste. J'essaie d'aller... L'avantage de la scène, c'est qu'on les joue tellement de fois qu'au bout d'un moment, on est plus que rodé, quoi. Et puis, vous avez tourné aussi Le temps est à l'orage de Joyce Bunel avec Pierre Mondy. Ça doit être un beau souvenir parce que c'était l'une des dernières apparitions à l'écran de Pierre Mondy. Oui. Oui, il jouait mon père dans l'histoire qui était en maison de retraite et qui faisait que des conneries. Et moi, je faisais la raison. Je faisais le père, en fait. Et c'était vraiment... il avait plus de 80 ans quand on a tourné ensemble. Et il y allait. Il y avait des scènes où il fallait courir. Et il s'asseyait jamais, il ne demandait jamais de siège, il demandait rien, il faisait pas de caprice, c'était un monsieur normal en fait. Oui, ça étonne quand on est normal dans ce métier, c'est bizarre. Oui, et vous êtes fasciné d'ailleurs par ces personnages qui ont une histoire et qu'on oublie parfois un peu trop. Par ces comédiens. Mais non, parce que Pierre Mondy, vous en parlez, vous l'avez connu. Je demande à quelques jeunes aujourd'hui qui est Pierre Mondy, je vais avoir un grand vide, un grand blanc devant moi. Oui, quoique la 7e compagnie, ça tourne encore. Hein. Oui, et il a fait La Cage aux Folles, il a mis en scène La Cage aux Folles, à laquelle personne ne croyait quand le théâtre a ouvert La Cage aux Folles avec Jean Poiret et Michel Serrault. Pendant un mois, le téléphone n'a pas sonné, elle a failli être retirée de l'affiche. Et Pierre Mondy était au bord de la dépression. Ah bon? Oui. Et il avait une collection je ne sais pas si on a parlé, de jazz extraordinaire. Il avait la plus grande collection en France de disques de jazz, Pierre Mondy. D'accord. Vous ne saviez pas? Pas parlé de ça, non. Alors, très discret. Très discret, et surtout ce mélange du passé et du présent, je crois que ça vous touche. C'est-à-dire que vous pouvez jouer aussi bien les comiques que les dramatiques. Il y a une pièce qui s'appelle Mélodrame à la Pépinière, où c'était pas non plus un rôle comique pour vous, Bruno Salomon. Ah, c'était un peu décalé. C'était une pièce de Gabor Assoff avec Roman Boringer, où on faisait que des scénettes complètement surréalistes. On était dans le décalé. C'est vrai que le mot mélodrame pourrait paraître... D'ailleurs, drame en latin, vous qui connaissez les origines, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire une pièce de théâtre. Exactement. Donc du coup, c'est pas forcément un genre tragique. Mais passer du comique au dramatique, effectivement, c'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui. Il suffit d'être sincère et d'être crédible dans la situation. C'est-à-dire que la même scène, vous pouvez la jouer comique ou dramatique. Oui, mais en même temps, les producteurs ou les réalisateurs ne comprennent pas toujours parce que vous êtes dans une case. De moins en moins, j'ai l'impression quand même. Non, ça s'ouvre. Hein. Ce qui est curieux avec vous, c'est que vous n'avez pas fait de cours de théâtre, Bruno Salomon. Alors si, j'ai pris des cours de théâtre d'un monsieur qui n'est plus son nom non plus, qui était un monsieur qui s'appelait Raphaël Gozalbo, qui était un monsieur guatémaltèque. C'était pas l'Olympia? Il nous donnait des cours à l'Olympia qui était une sorte de Groucho Marx, comme ça, avec plein de pellicules, un gros cigare, qui était vraiment un personnage qui nous faisait des mises en scène théâtrales. C'est formidable, Bruno, c'est formidable. Il avait cette voix-là, il faisait beaucoup de doublage avec comment il s'appelle, monsieur Hernandez, là, qui fait beaucoup de... Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, j'allais dire Patrick Hernandez, mais c'est un autre. Celui qui joue dans Scène de ménage. Oui, tout à fait, oui.
qui faisait plein de voix. Ouvrez la porte, Seigneur. Vous savez, toutes les voix de doublage un peu latino. Et il faisait beaucoup de choses comme ça. Vous avez fait beaucoup de doublages aussi, d'ailleurs. J'ai fait quelques-uns, ouais. Oui, il y a Jolly Jumper, Les Indestructibles. Et je crois que vous preniez déjà des voix dans votre enfance. Vous imitiez les sifflets de train. Ah oui, hein, dis donc. Ah oui, vous avez creusé. Oui, et dès que j'ai mué, j'ai pu réussir à le faire, en fait. Et aujourd'hui, je fais d'autres bruitages, oui. Dans mon spectacle, je fais des bruits d'animaux, par exemple. Non, mais le sifflement du chef de gare, un jour, le train est parti. Et un jour, le train a failli partir, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Non, mais parce que je le faisais, mais ma mère m'engueulait à chaque fois, me disait arrête de faire ça. Mais quand j'arrivais sur un quai de gare, j'arrivais à reproduire. Alors, je suis incapable aujourd'hui, mais j'avais une voix perçante comme ça et je faisais le sifflement du chef de gare. Ouais. Chef de gare. Il n'y a plus de chef de gare d'ailleurs aujourd'hui. Mais je peux pas vous le faire. Donc mais surtout le train a failli partir, on l'a arrêté à la dernière seconde. Mais alors ça vous posait un problème jeune, Bruno Solomon, c'est-à-dire que les filles vous regardaient d'un œil bizarre. Parce que vous faisiez le sifflement du chef de gare et des imitations. Des imitations, oui. Non, ça passait pas toujours. Non, c'est plutôt mes potes qui n'aimaient pas que je fasse des imitations auprès des demoiselles, parce que ça les énervait. Ça les énervait. Justement, ça fascinait les demoiselles. D'ailleurs, on m'avait dit, je me rappelle d'une réplique, je devais avoir 12-13 ans, et j'étais tombé amoureux d'une jeune demoiselle, et je lui faisais des imitations, et elle me dit oh, « T'aurais dû faire imitateur ». Alors, le « t'aurais dû faire imitateur » à 12 ans, j'aime beaucoup ça. Et puis, il y a le cinéma. Le cinéma, Bruno Solomon, vous avez fait quelques apparitions. La première, c'est dans un film qui s'appelait Gamer, oui, de Patrick Lévy. Comment c'est arrivé, ça? Gamer, où je faisais c'est Patrick Lévy, oui, qui m'a vu dans un sketch où je faisais le mec de banlieue, et il m'a dit t'es crédible quand tu fais le mec de banlieue, viens le faire dans mon film avec Saïd Tagmaoui. Et là, c'était une fusion, ça passait du cinéma au jeu vidéo, donc c'est une super expérience, ma première expérience. Et il y avait une jeune comédienne qui débutait aussi, c'est Joy Esther, devenue célèbre aujourd'hui. Elle est dans ce film, quelques scènes. Tout à fait. Et il y avait Ariel Dombal aussi. Ariel Dombal, c'est très différent. Une jeune comédienne. Et puis surtout, il y a eu Brise de Nice. Ça a été un énorme succès. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Par amitié pour Jean Dujardin? En fait, on faisait déjà des sketchs ensemble avec Jean, et on avait fait des petits sketchs, des petites pastilles dont vous parliez tout à l'heure, qui passaient sur le net, et ça créait un buzz, c'est devenu un phénomène. Il y avait un site sur Brise de Nice, il y avait des sortes de geeks qui avaient créé un site avec tous les sketchs qu'on faisait avec Jean, qui était dans Farce Attack, où moi je faisais le mec de banlieue, des fois je faisais un autre personnage, etc. Et le personnage de Brice revenait tout le temps. Et il était venu comme ça? Et en fait, les producteurs, les frères Altmeyer, ont demandé à Jean d'écrire un film. Et voilà, il a écrit le film. Et puis, il voulait pas que je fasse le mec de banlieue dedans. Il voulait que je fasse le pendant, en fait, de Brise de Nice. Et c'est là que j'ai créé le personnage d'Igor de Sgor. Alors, comment est née l'idée de Brise de Nice, Bruno Salomon, dans un premier sketch? Le premier sketch de Jean, je crois qu'il observait, il y avait un surfeur qu'il observait quand il était, faut lui demander à lui, mais qui était un peu ce personnage-là, qui se regardait, qui s'aimait beaucoup, avec un gros ego, quoi. Puis ça le fascinait, quoi, ce mec-là, qui est le blond, quoi, avec la chevelure pendante comme ça, et qui est toujours dans un rapport d'humiliation. Et d'ailleurs, il voulait souligner ça un peu, genre dans le dernier film, c'était vraiment on est un peu là-dedans dans les émissions de télé aujourd'hui, je trouve, où systématiquement on s'humilie publiquement, et ce côté je te casse, c'est vraiment des joutes verbales, mais souvent ça nivelle vers le bas, mais là c'est enfantin, en fait, c'est des gamins. C'est autre chose. Oui. Mais il y a de ça, quoi, dans notre société un petit peu, je trouve. Oui, j'ai remarqué. Vous avez remarqué? Oui, vous n'êtes pas là-dedans, vous n'êtes pas dans l'humiliation. Non, c'est le contraire ici. Oui, c'est ça qui est agréable. Vous encensez? Non, on n'encense pas. On est un village gaulois qui résiste à l'envahisseur, on vous écoute. D'accord, et on raconte. Et l'écoute, c'est noble, c'est un encensement aussi. Je pense. Alors, le film a été réalisé par James Hutt. Alors lui, c'est assez particulier. Son père est un des dentistes célèbres du tout Paris, le docteur Hutt. Et lui, il a fait ses études dentistes, ça ne l'intéressait pas du tout, et il est devenu metteur en scène ensuite. Oui, tout à fait. Contre l'avis de ses parents, alors que ses parents recevaient le tout Paris en permanence dans le cabinet de dentiste. Mais ce qui lui donnait un petit catalogue, quand même. Voilà. Quand même pas mal. Et c'est vrai que ça a été un immense succès, ce film. Ouais, 4 millions d'entrées. Le premier, je crois que même il a été presque jusqu'à 5. Oui. Ouais, c'était assez immédiat. Mais pareil, James, on a bu un verre ensemble, comme quoi il faut boire des verres avec des gens, c'est important. Et puis il m'a dit,
Il m'a dit, il me regardait, je me rappelle, il me disait, toi, t'es un comédien, toi, t'es un comédien. Et puis, j'adore l'énergie de James, c'est quelqu'un qui vous embarque, et pareil, c'est un gamin, parce que il va toujours chercher le truc qu'il faut, le petit accessoire, la petite anecdote en plus, etc. Il va peaufiner, il va vous faire beaucoup de prises, mais au final, pour arriver à quelque chose de très coloré, de très à l'américaine. D'ailleurs, il a un style un peu... il est passionné de Tim Burton, il est passionné des comédies américaines, donc il est rare dans le cinéma français aujourd'hui. Et vous êtes rare aussi, et on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 5 décembre 2018. À tout de suite sur Sud Radio avec Bruno Salomon. Digital. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bruno Salomon. On a parlé du passé, on parle du présent, puisque le 5 décembre dernier est sorti le DVD de Euphorique, un spectacle, créé voici 2 ans, et c'est un spectacle qui est vraiment, qui a obtenu un globe de cristal. C'est quoi? C'est une décoration? C'est un prix Nobel. Apparemment, c'est des professionnels qui votent. Il y avait même Éric Nolot qui a voté pour moi, donc j'étais ravi. Quand il est venu me voir en spectacle, j'avais le trac, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans la salle, etc. Et donc, d'être reconnu par les gens du métier, c'est toujours... ça fait plaisir à l'ego, quoi. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en général, un spectacle, c'est une suite de sketchs. Là, il y a des sketchs, mais tout s'enchaîne parce que vous avez 43 personnages et un point de départ qui est un personnage, Gollery, l'homme qui rit, Bruno Salomon. Oui, c'est ça, c'est l'homme qui rit, mais pas de Victor Hugo. Mais celui-là, il est, on va dire, c'est l'homme qui rit à tout, de tout le temps. Et ça rend dingue son entourage. Je voulais faire une sorte de conte, si vous voulez, au lieu que ce soit un Pinocchio, que ce soit un petit personnage en bois, là, c'est un personnage en rire. Il rit à tout tout le temps, et ça va rendre dingue son entourage, et c'est tout son parcours. Et je voulais pas faire une succession de sketchs qui ont ni queue ni tête, et je voulais vraiment qu'il y ait une continuité, mais sans que ce soit trop théâtral. C'est réussir à faire le compromis entre le café-théâtre et le théâtre. C'est un peu à part, parce que c'est un peu inclassable. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Vous êtes vous-même inclassable avec tout ce que vous faites. Mais j'aime bien l'idée de pas être rangé dans un... Alors, l'idée du personnage de Gollery, Bruno Salomon, est née, je crois, au cours d'une interview d'un journaliste. Oui, quelqu'un m'a dit quel est votre plus vieux fou rire, et j'ai dit je suis né en riant. Et la personne l'a noté, et puis on l'a ressorti plusieurs fois en interview. On me dit, c'est vrai que vous êtes né en riant? Je lui dis, c'est sérieux, on pose vraiment la question. Et donc voilà, puis succession de commentaires de gens qui me disent, mais vous devez vous marrer tout le temps, vous, dans votre métier. Je lui dis, tiens, c'est dingue la vision qu'ont les gens de ce métier, et pourquoi pas? Qu'est-ce que ça donnerait, un personnage qui se marre à tout le temps, qui serait né en riant, qui se marre à tout le temps? Et j'ai poussé le curseur jusqu'au bout, et j'en ai fait ce personnage de Gollery. Alors il est baptisé Gollery parce qu'à un moment il se retrouve entre les mains d'une grosse caïra de banlieue qui lui rigole pas du tout, et qui va l'élever, et ça va le rendre plus tendre, en fait. C'est un peu, j'avais un personnage comme ça dans mon précédent spectacle, c'était Lascar Papa qui engueulait son fils parce qu'il avait trop bonne note. Il disait, mais t'es un faillot, quoi. Et là, d'un seul coup, il dit, mais il va pas comprendre pourquoi ce gamin rit à tout, et ça va le rendre tendre, poétique, et il va y avoir toute une succession de personnages, et ce personnage de Gollery va grandir et va devenir un homme. Oui, et ce personnage de Saturnin, car il y a aussi Saturnin... C'est lui, la caïra de banlieue. Il est né, je crois, au lycée quand vous avez observé un caïra. Un caïra, vous dites? Vous n'êtes pas trop caïra, monsieur Jacot. Non, pas vraiment. C'est marrant, parce que d'où vient le mot caïra? Oui. Vous savez, c'est racaille à l'envers. Ouais, c'est ça. Enfin, finalement, le mot est un petit peu galvaudé. Aujourd'hui, on parle des mots à l'envers. Le verlan, ça existait depuis très très longtemps. Le verlan, ça existe depuis quand, alors? Qui a inventé le verlan? Depuis la nuit des temps, mais Albert Simonin était le premier à faire un livre de verlan, bien avant Michel Audiard. D'accord. Dans les années 50-60, voilà. La nuit des temps, vous pensez que les hommes préhistoriques faisaient du verlan? Pas vraiment, mais depuis des siècles et des siècles, c'était l'argot populaire même du 19e siècle. Ouais. À Paris. Il y avait le louchébem, il y avait le reguedeux. Le louchébem, c'est pour les bouchers. C'est les bouchers, voilà. Ça veut dire boucher d'ailleurs en louchébem. Exactement. Ouais. Et donc, pour revenir à nos caïras, à Saturnin. Oui, c'est quelqu'un qui était en banlieue, en fait, qui était... moi, j'allais à Villeneuve-le-Roi, au lycée Georges Brassens, et il me demandait toujours une cigarette d'une façon assez élégante. Hey, donne-moi une cigarette, là, viens. Je suis, bonjour monsieur, oui, bien sûr. Et donc il y avait un décalage entre mon éducation et justement ce personnage, et en même temps, je me disais, tiens, c'est dingue, il me fascinait. Il avait peur de rien, etc. Et donc c'est un personnage qui m'intriguait. Et je me suis dit,
qui il est derrière tout ça. Qu'est-ce qui se cache, quelle est son humanité, sa tendresse, etc. Donc finalement derrière des gros durs, d'ailleurs c'est très drôle qu'on voyait les rappeurs des fois qui veulent se donner un visage un peu dur comme ça. J'avais parodié aussi le groupe 113, je me rappelle, et Mokobe, il m'avait un des chanteurs m'avait dit viens voir, tu t'es foutu de notre gueule et tout, et je dis oula, les gars on rigole et tout, et en fait ils jouaient avec ça parce que c'était eux les grands enfants en fait, finalement ils sont beaucoup plus tendres. Et d'ailleurs j'ai créé un personnage dans mon prochain spectacle, on pense que c'est un gros dur et finalement derrière se cache un enfant, et je trouve ça amusant, les apparences, et de jouer avec ces apparences là. Et souvent d'ailleurs dans la rue il y a des mecs qui cultivent ça, ce côté un peu dur, et finalement ils sont pas plus durs qu'un autre, quoi. Et ce personnage s'appelle Saturnin, c'est bizarre. Alors Saturnin, ouais, il a été baptisé dans un sketch avec Dujardin, d'ailleurs, avec Jean, qu'on avait fait aux Saintes, Caraïbes. On avait tourné, ils avaient gagné un jeu concours, et ils finissaient tous les deux l'un avec l'autre, et puis ils se foutaient de moi parce que je m'appelais Saturnin, et c'était un nom de canard, quoi. Oui, mais justement, vous savez que Saturnin, en fait... Ah, Saturnin a été inventé par Jean-Claude... Non, il y a un personnage de canard, Saturnin, dans les années 60, avec un feuilleton, et le générique était chanté par Isabelle Aubray. Vous qui aimez le passé, Bruno Salomon, écoutez. Le futur, justement. Plus vous le connaîtrez, et plus vous l'aimerez, votre ami Saturnin. Vous connaissiez ça? Bien sûr, monsieur, je connais le canard, là. Voilà, Bien sûr. le canard tourné par Jean Tourade. Il avait des canards jaunes vivants, tout petits, et il a tourné 78 épisodes qui a été le feuilleton le plus célèbre pour enfants des années 60. C'est dingue, hein. Il filmait juste un canard, et hop, il y avait un chien dedans, il y avait des oiseaux, et c'était des séries très poétiques, totalement oubliées aujourd'hui. Alors, où est la poésie, Jaco? Où elle se cache? Dans le cœur. Dans le cœur des enfants. Voilà. Alors, il y a d'autres personnages aussi, parce qu'il y a des hommes, des femmes, un prêcheur, un hydrothérapeute, des journalistes, des animaux. Vous mélangez un hydrothérapeute, non, un hypnothérapeute. Un hydrothérapeute, c'est autre chose. C'est autre chose. Un hypnothérapeute, oui. Parce que un hypnotiseur qui va essayer de l'empêcher de rire, et ça va être une scène complètement folle, justement parce qu'il devient fou. Et après, son père, il va l'amener, donc Saturnin, il va l'amener prendre des cours de self-défense aussi, parce qu'il se fait humilier. Il dit mais t'es un bouffon, quoi. Je veux pas que mon fils soit un bouffon. Il va l'amener prendre des cours de self-défense. Il va énerver la prof de self-défense avec une succession de scènes comme ça complètement décalées. Et c'est une façon pour vous, Bruno Salomon, de dénoncer les tares de notre époque. Les tares? Oui, les tares. Vous croyez? Oui. Je sais pas, peut-être, mais ça dit plein de choses sur le rire, parce qu'il y a plein de nuances dans le rire. Il y a 50 nuances de rire, on va dire. Oui. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'il peut y avoir le rire de gêne, comme un rire de pudeur, un peu un rire humiliant, un rire moqueur. Mais jamais vulgaire, et toujours dans l'absurde. C'est-à-dire que quand vous évoquez le sensationnalisme de notre époque ou le divertissement à la télé, aujourd'hui, vous avez votre style à vous. Vous vous moquez, mais on n'a pas l'impression que vous vous moquez, Bruno Salomon. Ben, j'aime bien quand c'est pas dit directement. Sinon, ça n'a pas de saveur. Mais effectivement, je me moque un peu du monde du divertissement. Et à la fin, il y a même un critique. Je fais parler plein de personnages à la fin qui commentent le spectacle. Oui. Il y a 6 personnages à la fin. Il y en a. Alors, je ne sais pas compter cela. Ah bon, d'accord. Et en fait, eux, ils vont. Chacun va prendre le spectacle comme il veut. Et c'est ça que j'aime. C'est-à-dire qu'un enfant peut le prendre au premier degré, un adulte aussi. Et puis si on recherche un petit peu, tiens, ça parle de ça. Ça parle de beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui sont pas vraiment abordés, mais qui sont là, qui sont présents. Et ça parle du divertissement aussi, et de ce côté, on va dire un petit peu la contrainte du rire. Faut rire absolument à tout le temps. Quand vous êtes sur un plateau, vous êtes humoriste, on dit allez, vas-y, fais une blague. Faut être drôle tout le temps. Et mais du coup, ça perd de sa saveur. C'est comme si on me disait vas-y, fais jouir tout le temps. Enfin, jouis tout le temps. Enfin, non, attends, quand je veux. Au feeling, faut que ça devienne rare, faut que ça devienne faut que ça ait de la saveur. Faut que c'est non, mais je sais pas, faut que ce soit ressenti. Et comme on est dans la surconsommation, pour ça, c'est agréable votre émission, parce qu'on peut prendre le temps. Et alors peut-être que les auditeurs s'ennuient. Non, je crois pas. Mais du coup, on peut prendre le temps, parce que c'est ce qui manque. Et puis quand le rire arrive, il est noble. Voilà, j'ai envie de dire ça, il est noble. Vous savez, cette histoire de faire rire à toutes les secondes, dans les années 60-70, Guy Lux, qui avait un panneau « Applaudissez » pour que le public applaudisse. Cadence 3, souvenez-vous, exceptionnel. Incroyable. Vous devriez être imitateur, Bruno Salomon, que disait votre ami. Alors, ce spectacle s'appelle Euphorisant, parce que dans cette euphorique. Oui, mais euphorique. Mais il est euphorisant, dans le sens où, dans notre époque où tout est pessimiste, vous adoptez le ton contraire. C'est exactement ça, ce que je me suis dit en période d'obscurantisme.
romantisme, j'en avais marre un peu de cette dépression générale. Et je dis, j'avais envie d'un personnage solaire comme ça, qui explose, qui soit radieux, etc. Je pense que qu'on a ça en réserve et il faut aller le creuser un petit peu, quoi. Moi, j'ai besoin de ça là aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une ligue des optimistes qui existe en France et dans le monde où on se réunit pour donner des bonnes nouvelles, faire des optimistes. Oui, ça existe, c'est sur Internet. L'île des optimistes. La ligue des la ligue. Je crois que c'était une île. Non, la ligue des optimistes. Ils ont dans chaque ville de France, il y a des gens heureusement optimistes. Ouais. Alors, mais après, si on vous impose d'être optimiste aussi, ça devient une contrainte, c'est plus agréable. C'est autre chose. Ce spectacle a démarré à Paris, il est en tournée. Je crois que vous êtes vendredi à Enghien et ensuite à Lille le 17. Oui, je fais Enghien, Deauville et Lille, voilà, fin de la semaine. Et à chaque fois, le public est là, s'amuse, et vous vous amusez aussi, parce que je crois que le bonheur d'être sur scène, c'est une vraie joie pour vous aussi. Et surtout, ce qu'on me dit à la fin, on me dit, mais t'es fou, t'es dingue, et j'entends les gens se dire, mais il est fou. Et c'est hyper jouissif, et finalement, cette folie, elle a été conçue, elle a été fabriquée, elle a été préparée, elle a été réfléchie. Donc c'est une folie réfléchie. Et il y a un type de personnage qui n'est pas dans votre spectacle, mais qui est cher à votre cœur, et vous l'évoquez en pensant à une chanson d'Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. Car vous êtes un doutier, c'est un mot que je ne connaissais pas. Je dis, je doute tellement que je pourrais faire pousser un doutier. Mais c'est comme un dattier, si vous voulez, monsieur. Oui. Pousser du doute. Ouais, parce que je doute tout le temps, mais mais en même temps, c'est ce qui me permet d'avancer. Oui. J'aime pas les gens qui ne doutent pas, ça m'insupporte. Les gens qui sont sûrs d'eux, les gens qui affirment, par exemple. Moi, dès qu'on m'affirme un truc, j'ai envie de dire le contraire. Et puis vous détestez aussi les mâchouilleurs, Bruno Salomon. J'aime pas les gens qui mastiquent. Moi, quand tu mâches du chewing-gum à côté de moi, attention, ça m'énerve, ça m'irrite. Tu vois, ça me sort les poils, là. Ça m'hérisse. J'ai écrit un bouquin qui va sortir le 18 avril qui s'appelle Les Misophones. En fait, c'est une histoire d'amitié avant tout entre deux naufragés du cœur qui vont se retrouver sur un point commun, c'est la misophonie. Donc, ils souffrent tous les deux de misophonie. Alors, c'est un mot qui est pas connu, mais si on analyse bien l'origine miso, qui vient du grec, donc la haine, phonie les sons, donc la haine des sons. C'est les gens qui, par exemple, supportent pas quand vous allez au cinéma, quelqu'un mastique des pop-corn à côté de vous. On est nombreux à pas aimer ça, les chewing-gums, les machins, etc. Et il s'est aperçu que, ils s'avèrent, ils savent, oula, j'arrive plus à parler. Dès que je parle de ça, ça me trouble. Vous voyez, je m'auto-misophonise. Oui. Le monsieur qui a découvert ça, en fait, s'appelle Jastroboff. Il a découvert que c'était un trouble neuropsychique. Et Fernand Reynaud avait le même problème. Ah bon? Mais dès qu'il voyait un spectateur ouvrir un bonbon au 3e rang, il arrêtait le spectacle, il descendait, il prenait le bonbon, il le jetait. Ah oui, le crépitement. Ah oui, il était certainement misophone. Mais on est nombreux. Hein. Il y a beaucoup de gens. Alors, ça peut être une souffrance quand vous avez quelqu'un de votre famille, quand c'est votre enfant, quand vous ne supportez pas votre enfant ou vos parents. Et moi, j'en ai fait un roman. C'est un peu décalé, mais je parle d'un vrai sujet qui n'est pas connu, mais qui fait vraiment partie de notre vie. A priori, d'après le bouquin de Monsieur Thomas Dosier qui a écrit le seul ouvrage que j'ai trouvé là-dessus, on serait 15 à 20% en souffrir. Quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. En tout cas, nous, on ne souffre pas en découvrant ce DVD d'Euphorique qui est le meilleur one-man show des Globes de Cristal 2007. On ne souffrira pas si on habite Deauville, Lille... 2017. 2017, parce que là, oui. vous me vieillissez, là. 2007. 2017. Ah, je pense. C'est ma fourche qui a langué, c'est tout. C'est parce que je n'entends pas certaines syllabes. C'est une autre maladie, ce sera le second livre. Le spectacle, donc, Euphorique, je le rappelle, est à Lille, le 17, est à Enghien-les-Bains, ville célèbre pour ses cures et ses casinos, le 15, et ensuite dans toute la France, parce que vous allez continuer, Bruno Salomon. À Lille, le 17, et je continue jusqu'au 18 avril avec ce spectacle, donc le sortie du livre, et en septembre, je reviens avec un nouveau spectacle qui, lui, est complètement, mais encore plus, on va dire, futuriste, je dirais. Le futur, on en parlera à la rentrée, puisque vous reviendrez dans les clés d'une vie, car comme sur Sud Radio, tout le monde, on parle vrai, et vous aussi. Soyons vrais, soyons maintenant, soyons l'instant. Merci Bruno Salomon. Merci Bruno. Dans quelques instants, Brigitte Lahaye, et nous on se retrouve demain à 13h pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée. Brigitte, pas alors Brigitte, allez où?